Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en lumière les enjeux, les dynamiques de notre continent et tout ça en donnant la parole à nos téléspectateurs. Alors chaque semaine, nous sillonnons les réseaux sociaux à la recherche des meilleurs sujets, des sujets qui ont fait parler d'eux et surtout des sujets qui concernent le continent africain. Nous en avons choisi trois mesdames et messieurs. Prenez place. Alors, nous allons débattre du Togo. Oui, le Togo sera-t-il le 4e pays à rejoindre l'AES? Deuxième sujet, la candidature de Alassane Ouattara semble se confirmer, mesdames et messieurs. Et enfin, le torchon brûle encore et encore entre la RDC et le Rwanda. Voilà les 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec notre téléspectateur du jour, à savoir Monsieur Maktar Kamara. Bienvenue à vous. Vous êtes président de Valeurs républicaines en partage pour le mieux vivre ensemble. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors en face de vous, vous avez Babadem. Babadem, vous êtes journaliste qu'on ne présente plus sur Vox Africa. Bonjour Aïssatou, bonjour aux copanélistes et bonjour aux commentateurs de Vox Africa. On continue avec Cyril Bondoukoulata. Vous êtes le fondateur de la plateforme Les Hyper Conscients. Effectivement, bonjour Aïssa, bonjour à tout le monde sur le plateau. Toujours un plaisir d'être là. Alors oui, mesdames et messieurs, vous le savez, chaque semaine, nous reprenons les sujets de la semaine précédente, notamment de l'émission précédente. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de Vox Africa pour regarder. Alors, nous avons été et nous avons choisi les commentaires les plus parlants. Alors, on va commencer, vous allez pouvoir aussi les commenter. Baba, Cyril, vous êtes prêts ? Alors, on commence avec Patrice Aimé Compaoré qui dit « Ceux qui pensent que l'AES a mis trop de temps avant de lancer certains projets raisonnent comme des individus qui vivent dans des pays sans guerre. L'AES est toujours en guerre, il faut la sécurité et ensuite le reste peut suivre. Moi, je pense plutôt qu'il faut les féliciter. » Effectivement, on avait parlé de cela, à savoir notamment de la rencontre ministérielle de la Confédération de l'AES. Baba, tu es d'accord avec vous? Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord et je pense même qu'ils sont dans un rythme assez soutenu pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Tu en penses quoi, Cyril, pour le coup? Non, effectivement, je trouve que le commentaire est très pertinent. Alors, pour restituer un petit peu les choses, il se trouve que l'invité de la semaine dernière avait estimé que le timing, et je l'ai vraiment rejoint sur cette idée, aurait quand même pu être avancé. C'est-à-dire qu'on a quand même assisté dans un premier temps, et on n'en disconvient pas. C'est vrai que l'agenda sécuritaire est l'agenda qui domine et qui doit dominer ces pays de l'AES. Cependant, avec un certain nombre d'annonces, autant pour moi, qui semblaient être très tape à l'œil, je pense que cette réunion ministérielle, qui n'est qu'une réunion ministérielle, aurait pu arriver un peu plus tôt. Voilà, effectivement, après 6-7 mois. Donc on donne raison aux téléspectateurs, ils vivent dans un pays sans guerre. D'accord, très bien. En tout cas, le message est passé. On continue avec un autre téléspectateur, Romit 419. Nous sommes dans l'illusion avec cette intervention. Macron n'a rien laissé, n'a rien permis. Il a été très vite et hyper dépassé par les faits. Nous devons louer la stratégie des militaires avec en première position le président du Mali, Assimi Goïta. À titre de rappel pour cet analyste, le Mali est rentré en confrontation puis rupture ouverte avec la France et aujourd'hui a déposé plusieurs plaintes devant les instances internationales contre la France. Macron n'a rien laissé. Il a été battu en mondovision par le président Tchani, etc., etc. On va s'arrêter là. Alors c'est vrai que c'est un point très important à savoir, est-ce que la France a laissé aux pays africains, notamment dans ces terres-là, la possibilité de gagner leur souveraineté, entre guillemets. Donc c'était un mot qui avait été utilisé par notre ancien téléspectateur qui était à votre place, et donc beaucoup n'étaient pas d'accord, notamment Baba qui disait non, ils ne nous ont pas laissé, on a plutôt décidé de prendre, entre guillemets, nos responsabilités. Et qu'il a été dépassé. Macron a été dépassé, c'est ce qu'on soutenait, exactement ce qu'il disait. Bon, après, c'est aux téléspectateurs. Cyril, pour le coup, moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Effectivement, il se trouve que c'est un certain nombre de politiques de Macron, selon moi, qui ont permis à un certain nombre de nos chefs d'État de pouvoir mieux prendre leurs responsabilités. Donc je pense que la vérité pour le coup, sur ce point, se situe véritablement au milieu. Baba, t'es pas d'accord et on insiste dessus. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires qui étaient vraiment pas d'accord sur le fait de laisser. C'était minimiser un petit peu. Laisser, c'est un grand mot. Laisser, c'est un grand mot. C'est la mauvaise stratégie de. C'est le mot qui a été quand même employé. Effectivement. Bon, là, je suis pas totalement d'accord, mais pour moi, c'est véritablement la stratégie africaine d'Emmanuel Macron.
La stratégie ou la stratégie africaine ou la mauvaise stratégie africaine? Oui, mais a priori c'est volontaire. À travers, quand on observe un certain nombre de ces annonces, on se rend compte que c'est bien volontaire. Pour lui, le tournant, sinon le switch doit davantage être focalisé sur ce qui se fait d'un point de vue de l'Afrique anglophone. Pour le coup, finalement pour des raisons économiques selon lui, mais il se trouve que cette stratégie a quand même laissé un boulevard pour un certain nombre de présidents africains qui leur a permis au final de mieux prendre leurs responsabilités. Donc moi je pense que c'est... Non, pas du tout, parce qu'il faut regarder l'historique. Quand il est parti on l'a chassé du Mali, on l'a chassé aussi du Niger, et le président tchadien même, et quand on voit à chaque fois qu'on a chassé les Français, c'est parce que leurs militaires étaient presque inutiles par rapport aux batailles ou les missions qu'ils devaient réaliser. Donc, pour moi, ça a été logique et ils n'ont même pas cherché à savoir ce que Macron a dit. Ils ont été inefficaces. Donc, on les chasse et on va régler à notre manière. Et on voit bien par rapport aux Maliens concernant Kidal. Donc, tout simplement. Selon toi, sous un autre président français, Hollande, Sarkozy, Chirac, ça aurait été possible. Bien sûr, s'ils sont inefficaces, on les chasse. C'est vrai qu'il y a un commentaire d'un téléspectateur qui disait, en fait, il n'y avait pas les bonnes personnes à cette époque-là, que ce soit François Hollande ou à l'époque de Sarkozy. Mais là, on a, entre guillemets, certains présidents qui ont, entre guillemets, envie de changer les choses et d'attraper leur souveraineté. Donc en tout cas, c'est les propos des téléspectateurs. On va prendre un dernier concernant l'AES. Ils ont beaucoup insisté sur ce point-là. Prenez en compte la complexité des États africains dans vos analyses. Parler de lenteur de l'AES dans sa mise en place des mesures économiques est totalement délirant. Nos États sont des nids de traite. Mieux vaut avancer doucement et sûrement. Pour le coup, je vais prendre que la dernière partie. Nos États sont des nids de traite. Mieux vaut avancer doucement et sûrement. Vous en pensez quoi, Monsieur Camara? Ben, si vous me permettez de revenir sur déjà le point de Macron avant d'embrayer là-dessus, je crois que Macron s'est trompé d'époque. Ce qu'il a dit était valable à un moment donné dans l'histoire africaine. La politique africaine de la France dictait les politiques africaines. C'est qui décidait. Moi, je me souviens lorsque Mitterrand est arrivé, lorsqu'Abdoulaye est arrivé au pouvoir, il a fait une visite aux États-Unis sans l'aval de la France. Il est venu, il a été convoqué par les chefs de l'État français, au nom des accords qui ont été signés. C'est nous qui dictons, qui décidions. Macron, avec peut-être les hauts fonctionnaires de l'Élysée, ont perdu un train de l'histoire. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. La plupart des dirigeants africains aujourd'hui n'ont jamais été colonisés, sont nés après les indépendances. N'ont aucun complexe vis-à-vis de la France. N'attendent pas un ordre A. Ils font ce qu'ils ont à faire. Pour le coup, c'est étonnant parce qu'effectivement, Macron, à son arrivée au pouvoir, avait dit la même chose. Je suis né après les colonisations, donc après la France-Afrique, donc je ne vais pas reproduire en gros ce qui a été fait. Et finalement, on constate que... C'est pour ça que je parle des hauts fonctionnaires de l'Élysée. Exactement. Pour le coup, on constate que finalement, il n'a pas dit ce qu'il avait, Exactement. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Exactement. On continue avec... pour le coup, je vous laisse intervenir concernant l'AES, à savoir, dans ces pays-là, il y a pas mal de traites et donc il vaut mieux avancer doucement et sûrement. C'est même un pléonasme de le dire. Ah oui? La plupart de nos dirigeants africains ont été assassinés par des frères. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, remonté Patrice Lumumba qui l'a assassiné, qui s'est débarrassé du premier président gabonais qui a installé une dynastie pendant des années. C'est même un pléonasme de le dire, effectivement. Effectivement, donc on va terminer sur ça. Et dernier point concernant Paul Biya. Son Excellence Paul Biya ne devrait plus se représenter à nouveau pour les élections présidentielles au Cameroun pour le bien du Cameroun et la jeunesse camerounaise. Il y a un délabrement socio-économique camerounais. La jeunesse quitte le pays pour être loup dans la guerre russo-ukrainienne. Tout est à reconstruire pour le pays. Je vais rajouter pour son bien aussi. Pour son bien lui-même. C'est dans le bon sens en fait. C'est dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Même si, entre guillemets, légalement, il a le droit de se présenter, encore une fois, comme tu l'as si bien dit, Cyril, c'est le président qui doit décider s'il est en capacité ou non de faire un énième mandat, même si beaucoup l'ont dit, peut-être que son entourage le pousse, etc., etc. Je vous donne la parole. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que le peuple camerounais a un gros problème. On ne peut pas naître dans les années 80, ne connaître que Paul Biya comme chef d'État et être bien dans sa peau. Il y a pléthore d'intellectuels camerounais à travers le monde. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dit c'est lui qui décide. Il n'a pas décidé. Ce n'est pas le seul apte à diriger le Cameroun. On va le laisser jusqu'à 150 ans. Il pense qu'il est en capacité
Non, à un moment donné, il faut pouvoir se dire, les institutions, on doit les respecter, arrête de tripatouiller. C'est une constitution qui mérite un bon démocratique pour le permettre de partir tranquillement et laisser une nouvelle génération diriger ce pays. Le message est clair. Enfin, un dernier commentaire. Le Mali n'a fait que reprendre ce qui lui appartient. Il est temps que ces sociétés comprennent que le vent a changé de direction et que les pays africains n'acceptent plus que l'on débarque chez eux en conquérant, qui s'accapare tout. Les Maliens en particulier et les Africains en général doivent reconsidérer tous ces accords bidons qui les lient à des multinationales malhonnêtes qui ne respectent pas les lois du marché. Vous en pensez quoi pour le coup, Cyril? Je pense que pour le coup on est vraiment en plein dans le thème, hein, et c'est principalement la raison pour laquelle, encore une fois, avant ce passage en force, où on peut quand même retrouver à dire sur la forme, qu'il y a quand même eu cette révision du code minier, n'est-ce pas? Et pour rappel, c'est encore une fois, c'est la société donc Barrick Gold qui ne s'est pas nécessairement conformée aux nouvelles dispositions en place. Donc pour le coup, bon, effectivement, on attend de voir la suite, mais l'acte est tout à fait en phase avec la nouvelle direction que semble vouloir impulser. Baba, Mactar, vous êtes d'accord? Les pays africains devraient revoir tous les contrats qui ont été signés donc il y a quelques temps? Des contrats justes. Mais vous savez que c'est ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir Kadhafi. Oui. Les accords qui ont été signés ne me lisent en rien. Je vois que c'est au détriment de mon peuple, il a tout mis à plat. Et ça a permis de connaître une Libye émergente, même s'il y a des dérives par la suite, mais que le pays puisse vivre effectivement des deniers qui lui appartiennent. Effectivement, tout doit être revu. C'est très important. Merci beaucoup à nos téléspectateurs pour les différents commentaires. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu l'émission dernière, eh bien, allez sur YouTube de Vox Africa et vous aurez toute l'émission. Allez, mesdames et messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Destination, le Togo. Le Togo sera-t-il le 4e pays à rejoindre la confédération de l'AES? Bonne question, en tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Allez, on regarde la vidéo et puis on revient. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Vous direz qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Ce qui nous lie, c'est que nous avions la même idéologie. C'est l'Afrique d'abord. C'est notre pays d'abord. Oui, nous sommes contre l'alignement. Mais ça n'a aucun sens. Je crois que la souveraineté d'un pays, où elle est totale ou elle ne l'est pas. Donc quand on a la chance d'avoir, à un moment, des pays qui ont pris conscience de ça et qui veulent se prendre en charge, il faut les soutenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes proches de ces pays parce que nous sommes dans une même vision, celle de nos pays et de l'Afrique d'abord. Allez, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. Alors, on va donner la parole à toi, Baba. Oui, dis-nous, est-ce que le Togo sera le 4e pays à rejoindre l'AES? En tout cas, c'est une nouvelle qui a fait grand bruit. C'était le 16 janvier dernier, lors d'un entretien avec Jules Domché sur Vox Africa. Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, a ouvert la porte à un changement géopolitique majeur en évoquant la possibilité d'une adhésion du Togo à l'AES. Le ministre a précisé que cette décision devait être soumise au Parlement pour l'approbation et M. Dussé a de plus laissé entendre que cette initiative pourrait bénéficier d'un soutien populaire significatif. Donc le Togo est-il réellement en passe de rejoindre l'AES? Nous allons l'examiner les enjeux de cette potentielle adhésion en 3 points clés. Premier point clé, une décision motivée par des intérêts stratégiques. Le rapprochement du Togo avec l'AES s'inscrit dans une logique à la fois économique et politique. D'une part, le port de Lomé est devenu une alternative cruciale pour le commerce des pays enclavés de l'AES, notamment depuis la fermeture du port de Cotonou au Niger. Et d'autre part, le Togo semble, selon les dires de M. Dussé, partager avec les pays de l'AES une vision commune sur la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis des influences extérieures. Cette convergence idéologique pourrait expliquer l'intérêt du Togo pour cette alliance qui se veut plus autonome face aux puissances occidentales. Deuxième point clé, les avantages potentiels pour le Togo et l'AES. Une adhésion du Togo à l'AES présenterait des avantages mutuels. Pour le Togo, cela renforcerait sa position de hub logistique régional, consolidant son rôle de porte d'entrée maritime pour les pays sahéliens. Le port de Lomé deviendrait un atout stratégique majeur pour l'Alliance, offrant un accès direct à l'océan Atlantique. De plus, cette intégration pourrait ouvrir de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques pour le Togo dans la région. Troisième point clé et dernier, des conséquences géopolitiques par contre à considérer. Une telle décision ne serait pas sans conséquences. L'adhésion du Togo à l'AES pourrait fragiliser ses relations avec la CEDEAO et ses partenaires traditionnels.
Elle risquerait également de redéfinir l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest, potentiellement en créant une fracture plus profonde entre les pays alignés sur l'AES et ceux restant fidèles à la CEDEAO. Certains experts mettent en garde contre les risques économiques d'une telle adhésion, arguant que les avantages pourraient ne pas être aussi significatifs que espéré, selon plusieurs experts. En conclusion, la possible adhésion du Togo à l'AES soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que le Togo sera le prochain adhérent de l'AES? Bonne question, merci beaucoup Babadem. Alors quand même, il faut le dire, les propos quand même du ministre, Monsieur Ducé, sur la possible intégration du Togo dans l'AES a quand même surpris. C'est-à-dire que, rembobinons un petit peu les choses, le Togo a été quand même missionné par la CEDEAO pour ramener les pays de l'AES dans les rangs, pas une fois, mais 2 fois. Et aujourd'hui, on parle du Togo dans l'AES. C'est quand même assez étonnant. Plus qu'étonnant. Moi, je vais intervenir sur 3 points, mais pas les mêmes que... Pour le coup, concernant le Togo. Le Togo, exactement. Pour le Togo, c'est vrai qu'il a été missionné pour les faire revenir. Oui, c'était le médiateur. Comme certains l'ont été, et moi, j'étais dans cette logique. Moi, je suis un farouche opposant de l'AES. Et je vais développer après pourquoi lorsqu'on rentrera dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que du médiateur qu'il était, il prend position, il oublie que l'un des aspects de la médiation, c'est la neutralité. Là, il perd cette neutralité en prenant fait et cause. Cyril. Non, pour ma part, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir clairement exprimé le souhait de rejoindre l'AES. Ce que le ministre du CA a été amené à faire sur le plateau, c'était ne pas exclure cette alternative. Il y a quand même une petite nuance, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc je pense que le Togo est toujours dans la même logique, qui consiste à vouloir toujours se placer comme un pont entre les 2 blocs. Vous pensez qu'il conserve cette position? Oui, il conserve toujours cette position dans le sens où il ne dit pas qu'il va le faire, mais il n'exclut pas l'hypothèse. Donc c'est quand même une manière d'un point de vue diplomatique de toujours se placer au milieu. Et en plus de ça, c'est vrai que l'annonce a quand même un petit peu surpris un certain nombre d'analystes et observateurs. Et on peut même se demander s'il ne s'agit pas plutôt même d'une manœuvre politique pour plus ou moins détourner la conversation sur un agenda local qui est quand même aussi très intense. On parle quand même d'une élection présidentielle potentielle en 2025. Là, plus personne n'en parle. On parle éventuellement du Togo qui va potentiellement rejoindre l'AES. Donc voilà, c'est aussi une manière. Il y a peut-être aussi cette dimension un peu stratagème politique à ne pas totalement exclure quand on analyse la situation. Non, pour moi, Robert Ducé a été clair. Il a été très clair. Et il a été beaucoup plus clair lorsqu'on suit. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent cet extrait, mais il faut l'écouter le long de son entretien avec Jules Domché. Il a dit 2 choses. La souveraineté, c'est quelque chose sur lequel il appelle l'Afrique. Ensuite, il a surtout dit l'Afrique d'abord. Mais il y a une chose qu'il a dit, c'est aujourd'hui, si vous faites un sondage où vous demandez au peuple togolais 70% serait favorable à l'entrée du Togo à l'AES. Donc si vous suivez votre peuple, vous ne devez aller que dans ce sens. C'est quand même assez explicite. Quand même. C'est clair. C'est assez explicite, mais c'est la raison pour laquelle je parle également de stratagème politique. Encore une fois, on est dans un contexte où il y aura des élections en 2025. On sait que la base, notamment jeune, n'est-ce pas, les populations jeunes rejoignent un certain nombre des idées. C'est une manière aussi de vouloir parler, sinon même sembler plus ou moins se rapprocher des idéaux vraiment portés par un certain nombre de jeunes. Donc je pense qu'il y a quand même cette dimension de stratagème politique, même pour l'agenda au niveau national, qui n'est pas à exclure. En tout cas, pour beaucoup, quand on lit les commentaires, notamment premier commentaire, espérons que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. On aimerait que vous traduisiez ce que vous dites là dans vos actes en adhérant officiellement à l'AES. Quand on regarde finalement le cheminement, le Togo a toujours été favorable aux pays de l'AES, a toujours soutenu un peu les pays de l'AES. Quand la CEDEAO a voulu intervenir au Niger, ça a été l'un des premiers à se lever, à dire non, on n'intervient pas au Niger. Donc finalement, c'est plutôt logique au niveau du cheminement. Et puis je pense plutôt que le Togo devait être... On ne sait pas ce qui se passait en interne. Mais je suis sûr que le Togo était souvent en désaccord avec ce qui se passait en interne au sein de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, pour moi, ça ouvre même une perspective pour que d'autres se rejoignent, ou en tout cas rejoignent ou travaillent avec l'AES pour refonder. Parce qu'il faut bien l'écouter. La première chose qu'il dit, c'est attention, les gens de l'AES
ils sont pour l'Afrique d'abord. Pas pour aller dans un autre camp ou changer de la France contre la Russie. Il le dit clairement. Ensuite, il disait nous en avons marre, parce qu'on lui a posé sur l'Union africaine, on lui a posé sur la CEDEAO. Il dit nous en avons marre des ingérences des politiques extérieures. Et donc, il a été clair. Et si l'AES c'est ça, nous sommes avec eux. D'accord, c'est très clair. Pour le coup, vous en pensez quoi, vous, monsieur? Alors, je pense que... Farouchement opposé à l'AES. Je pense que ce qu'on appelle en politique un ballon d'essai, il ne l'a pas lancé par hasard. Et c'est pour ça que je parlais même de la personne du ministre Ducé, qui est ministre des Affaires étrangères. Déjà, je serais lui, j'aurais botté en touche. Parce que la politique étrangère est du domaine réservé du chef de l'État. J'aurais pas répondu. J'aurais botté en touche. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les premiers différends entre Mitterrand et Balladur étaient venus de là. Lors de la cohabitation 93-95, Balladur au sommet de... Bon, pour le coup, on va revenir sur le continent africain. Vous allez voir le parallèle, c'est intéressant. Lorsque Balladur a fait une grande sortie en disant « ma politique étrangère », le lendemain, le président Mitterrand l'a recadré en montrant sa prééminence sur les affaires étrangères du pays. Pour le coup, là, il n'a pas été recadré, monsieur. Justement, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences? Là, c'est une alerte que je donne. Le deuxième point, c'est sur la CEDEAO, sur l'AES. Si on parle de l'AES, c'est quoi? Alliance des États du Sahel. Mais si on se base sur cette bande qu'on appelle le Sahel, ben, le Togo n'en fait pas partie. Pour le coup, c'est une bonne question. Il n'en fait pas partie du tout. On connaît la bande, c'est entre le Soudan et le Sahara. D'ailleurs, pour l'histoire, il paraît que c'est M. Maurice Delafosse qui avait créé cette notion. Mais néanmoins, pas mal des dirigeants de l'AES l'ont dit, ceux qui souhaitent rejoindre les pays de l'AES, peu importe où ils se trouvent, peuvent rejoindre les pays. C'est politique. Il y a le BRICS aussi. Mais c'est politique. Voilà, donc finalement, la position du Togo n'est pas forcément... c'est importante. Oui, mais ça semble pas être négatif, en tout cas pour les pays de l'AES, qui disaient comme quoi nous sommes ouverts aux pays qui recherchent la souveraineté, qui partagent les mêmes valeurs. Si on veut revoir la notion de Sahel, c'est autre chose. Mais pour l'instant, ils n'en font pas partie pour adhérer. En tout cas, ça c'est une analyse personnelle. Et on n'a pas eu de réaction aussi, on peut dire, des dirigeants de l'AES. Et un dernier point, pourquoi je dis que je suis contre l'AES? La CEDEAO a beaucoup de travers, beaucoup de failles. Il faut la revoir. Mais moi, je suis un fidèle de Montesquieu qui me dit que lorsqu'une bonne chose comporte des inconvénients, éliminons les inconvénients plutôt que la chose. Refonder la CEDEAO, lui donner les forces qu'il mérite pour pouvoir mieux peser sur la scène internationale. C'est mieux que d'avoir une AES qui, pour l'instant, soit à 3, peut-être maximum 5 au fin, plus la CEDEAO, ça fragilise deux structures qui, en regroupant les forces, peserait mieux sur la scène internationale. Pour le coup, ça me fait rebondir sur un autre point. Est-ce que vous pensez que si éventuellement le Togo rejoignait l'AES, est-ce que le Togo devrait quitter la CEDEAO, ou alors le Togo pourrait rester aussi bien dans l'AES et le Togo et la CEDEAO? Non, ça serait même pas logique. Ça serait même pas logique. En fait, la CEDEAO, pour moi, au départ, moi j'étais pour effectivement la refondation, revoir. Mais ça fait 4 ans. Et je pense que cette CEDEAO, il faut la mettre de côté. Et avec l'AES, refonder vraiment cette unité des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour moi, ça part de là. Et l'AES est en train d'impulser. Donc le Togo, c'est vrai que comme il disait, il ne fait pas partie du Sahel. Mais on dirait la même chose pour le BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Sud-Afrique, et il y a d'autres qui sont venus. Ils l'ont élargi. Pourtant, c'est le cycle a changé. Donc on pourra mettre AES+. Mais au-delà de ça, moi, c'est plutôt l'unité qu'il faut voir. Et puis c'est plus clair au niveau de l'AES que la CEDEAO et le choix, je pense que le choix populaire est pour Cyril, vous en pensez quoi? Est-ce que si le Togo décide, en tout cas doit faire un choix, elle va devoir, entre guillemets, quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, ou éventuellement rester dans la CEDEAO et ne pas rejoindre l'AES? Ou, encore une fois, il y a peut-être possibilité, et c'est peut-être pas un appel, mais en tout cas, c'est peut-être un chantier, un test pour ces deux organisations, à savoir, est-ce qu'on peut faire partie des deux? Mais effectivement, pour ma part, je pense que le Togo gagnerait à continuer à jouer ce rôle de médiateur, autant pour moi, de lien diplomatique entre les deux blocs. Il faut aussi savoir qu'ils ont tout à gagner
à garder une posture qui fait d'eux un peu l'arbitre de cette situation, dans le sens où, effectivement, Baba l'a dit dans son introduction, ça reste un hub quand même ultra stratégique via son port. Je pense que ne serait-ce que même par rapport à la relation Togo-Niger, etc., c'est une position qui est inéluctable. Donc elle a aussi quand même des intérêts à garder de bonnes relations avec l'AES, mais elle a également tout intérêt à rester et jouer un rôle déterminant au sein de la CEDEAO pour ne pas froisser ses partenaires traditionnels. C'est-à-dire que même au-delà des autres pays de la CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, le Togo et la France gardent quand même des relations plutôt stratégiques, même avec le reste du monde occidental. Donc bon, voilà, je pense que d'un point de vue politique et stratégique, il y a toujours cet intérêt à rester entre les deux. Mais c'est un point important que vous mentionnez là. L'adhésion nécessite que plusieurs conditions soient remplies. En attendant, une coopération plus étroite est envisageable, mais absolument pas d'intégration. Donc même les pour AES le disent clairement que le Togo n'a pas encore les idéaux, la recherche de souveraineté nécessaire ou attendue pour rejoindre les pays d'AES. Après, si je peux peut-être rebondir dessus, on peut peut-être trouver à redire sur les idéaux, mais il ne faut pas quand même aussi oublier que le président Gnassingbé a quand même été porté là par des militaires. Donc dans le sens où la dimension militaire au Togo jusqu'à présent reste quand même ultra forte, ultra présente, et ça fait aussi quand même un point commun, et je pense que c'est quand même un argument aussi à ne pas écarter de facto. Je continue avec un commentaire. Les populations de l'AES ne cesseront d'être reconnaissantes des bonnes actions du Togo envers eux dans les moments difficiles, mais il n'est pas question pour le Togo d'adhérer à l'AES. Le régime en place est toujours un pur produit du néocolonialisme français. Vigilance. Donc ça confirme mes propos plus tôt, à savoir, voilà, on remercie le Togo, mais on considère que le Togo ils sont encore là-bas. Ils sont encore de l'autre côté, effectivement. Mais est-ce que les chartes même de la CEDEAO permettent cela, d'être dans les deux structures? Bonne question. Bonne question. En tout cas, on n'a pas eu de réaction de la CEDEAO. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est presque normal. Hein. Là, la CEDEAO est en alerte maximale. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Togo quitte la CEDEAO pour aller dans l'AES, c'est quand même problématique pour la CEDEAO. Et puis, il n'y a pas que... la CEDEAO, pour moi, doit même s'inquiéter. Au-delà du Togo, il y a le Ghana qui est en train de vraiment faire un certain leadership qui se rapproche vraiment de l'AES. Il y a le Sénégal, le Tchad, il y a éventuellement le Bénin. Et pour ceux qui sont contre, en tout cas, l'intégration du Togo, il faut savoir que l'AES, au départ, c'est surtout la lutte contre le terrorisme, en tout cas la défense. Récemment, l'AES a même monté une armée de 5000 hommes pour lutter contre, en sachant que le nord du Togo est souvent attaqué. Donc, c'est beaucoup plus rassurant même pour le Togo de venir mutualiser leurs renseignements et en tout cas lutter contre le terrorisme qu'on voit c'est l'allié de la France, c'est pas l'allié de la France. De toutes les façons, ils sont très renseignés, les gens. Pour le coup, ils sont pas dans la bande Sahel, mais ils ont les mêmes problématiques que les pays du Sahel, à savoir le terrorisme. Et effectivement, c'est un point qui a été souvent mentionné, à savoir peut-être rejoindre les pays de l'AES qui luttent, entre guillemets, efficacement contre le terrorisme, c'est un point non négligeable. Alors, encore une fois, pour revenir par rapport à la CEDEAO, comme tu le dis, plusieurs pays qui font partie de la CEDEAO sont en train un peu de lorgner sur l'AES. Est-ce que stratégiquement, la CEDEAO ne devrait pas peut-être faire en sorte, dire tout simplement, bon, on n'a pas trop le choix de coexister et de permettre aux pays d'être dans les deux camps pour finalement continuer à exister? Moi, je crois qu'il faut refonder la CEDEAO, donner envie aux trois qui sont partis de revenir. Pour vous, ça c'est important, ça? Ah, c'est plus qu'important. Dans la mesure où il a dit quelque chose d'important, Baba, c'est la lutte contre le terrorisme. Et le volet économique, on en fait quoi? La CEDEAO dispose d'un volet économique très important, un levier. Et pas l'AES? Pour l'instant, non. Ils sont plus sur le volet sécuritaire, terroriste qu'économique pour l'instant. En tout cas, on a beaucoup parlé du conseil ministériel qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, où donc le côté économie, le côté social a été un peu plus mis en exergue. Alors il y a une véritable volonté, alors que... Les bases sont déjà bien installées au niveau de la CEDEAO. Il faut les développer. Vous en pensez quoi, simplement? Oui, mais justement, avec tout ça, la CEDEAO n'a pas réussi à convaincre. Donc là, pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, pour terminer sur ce volet-là, si le Togo venait à partir, quel impact pour la CEDEAO? Serait-ce le début de la fin de la CEDEAO? Serait-ce le début de la coexistence? Que pourrait-il se passer? Mesdames et messieurs, en tout cas là, on spécule. L'Angleterre, le Royaume-Uni est sorti
Est-ce que ça a empêché l'Union européenne de continuer? Ok. Un pays. Un pays. Un pays. Un pays. Là, il y en a 3. Ben oui. Ok. Bientôt 4 éventuellement. C'est peut-être Éventuellement. Oui, bien sûr. Mais 1 comparé à 4. 5 ou 6 même. Ou 5 ou 6. Donc c'est quand même différent. Baba. Non, pour moi, la CEDEAO, je ne vois pas. Le Togo, c'est un médiateur. Le Togo envoie un message en disant finalement, en tout cas, Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères. Et non le président Faure Gnassingbé. Oui, mais c'est quand même le ministre des Affaires étrangères. Bien sûr. En tout cas, le président ne Donc, s'est pas. Oui, c'est pas prononcé, mais je ne pense pas que le ministre aurait fait une telle sortie. On ne sait pas. Mais pour moi, la CEDEAO, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Et ce qui pourrait permettre, et ça c'est un avis que je donne à la CEDEAO, c'est de faire une réunion urgente et de recréer un nouvel espace africain. Mais il faut qu'on oublie, on dissout la CEDEAO. C'est catégorique. Hein. Oui, non, parce que même le mot, ça fait mal ça à sonne l'oreille. plus correctement. Vous n'êtes pas d'accord, vous, au contraire, il faut garder la CEDEAO, selon vous. Eh oui. C'est Elle a un indispensable. avenir certain. D'accord, donc une coexistence finalement, la CEDEAO et l'AES. Moi, je pense même un retour au bercail des trois qui sont Pour vous y croyez encore aujourd'hui Dieu qu'on faire. Vous y croyez encore? Vous verrez l'avenir. Sans le médiateur togolais et finalement, médiateur Sénégal, on en entend très peu parler. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Diomaye et Sonko ont été tapés dessus parce qu'ils ont demandé aux trois de revenir au bercail? Donc le Sénégal n'est pas parti. N'est pas parti, mais en tout cas, le rôle de médiateur, il semble être un petit peu mis entre parenthèses. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec le deuxième sujet. Oui, plusieurs sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Alors, semi-annonce officielle donc, du président ivoirien le 9 janvier dernier, Alassane Ouattara semble vouloir briguer donc un 4e mandat. Allez, on regarde la vidéo et puis on revient. Lors de ses vœux au corps diplomatique, le président ivoirien Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a déclaré être en bonne santé et prêt à continuer de servir son pays. Cependant, il n'a pas encore décidé s'il se portera candidat pour l'élection présidentielle prévue en octobre. Malgré cette incertitude, son parti continue de l'encourager fortement à se présenter, le qualifiant de candidat naturel. En 2020, Ouattara avait déjà envisagé de quitter la politique, mais la mort de son successeur désigné l'avait conduit à briguer un 3e mandat. Parallèlement, d'autres figures politiques se préparent pour cette élection cruciale. L'ancien président Laurent Gbagbo, malgré une inéligibilité pour raisons judiciaires, a été investi par son mouvement. Simone Gbagbo, son ex-épouse, et Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre, sont également en lice. Du côté de l'opposition traditionnelle, le Parti démocratique hésite encore entre plusieurs candidats potentiels, dont Tidjane Thiam. De retour sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états, Baba, on vous donne encore une fois la parole. Alors que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Oui, en effet, le sujet, c'est un sujet brûlant qui agite la scène politique ivoirienne, la potentielle candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Ces récentes déclarations, notamment lors de la cérémonie des vœux du corps diplomatique le 9 janvier dernier, ont relancé le débat sur une éventuelle participation à un 4e mandat. Entre continuité et renouveau, stabilité et changement, les opinions divergent et les tensions persistent. Donc nous allons examiner en 3 points les forces et les faiblesses d'une probable candidature d'Alassane Ouattara, ainsi que les risques et les opportunités qu'elle pourrait représenter pour le pays. Alors, premier point, c'est un débat constitutionnel persistant. La question de la légalité d'une potentielle candidature d'Alassane Ouattara en 2025 reste sujet à débat. Ses partisans affirment que l'adoption d'une nouvelle constitution en 2016 a remis les compteurs à zéro, lui permettant de briguer un nouveau mandat. Cependant, ses opposants considèrent qu'une telle candidature violerait l'esprit de la limitation à 2 mandats inscrits dans la Constitution. Cette ambiguïté juridique alimente les tensions politiques et pourrait fragiliser la légitimité du processus électoral. Deuxième point, les risques d'une candidature controversée. Une nouvelle candidature de Ouattara pourrait exacerber les divisions au sein de la société ivoirienne. Les rivalités historiques entre les principaux acteurs politiques continuent de dominer le paysage politique, symbolisant des fractures générationnelles qui alimentent régulièrement les conflits. De plus, une telle décision pourrait être perçue comme une tentative d'étouffer le renouvellement de la classe politique, aggravant ainsi les tensions sociales. Les investisseurs étrangers pourraient également reconsidérer leur engagement en cas d'instabilité politique menaçant la dynamique économique du pays. Et troisième point, ce qu'on peut retenir de Ouattara, c'est qu'il a un bilan économique solide,
mais des défis persistants. Sous la présidence de Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique impressionnante avec un PIB qui a plus que doublé entre 2010 et 2019. Le pays est devenu incontournable dans certains secteurs et bénéficie d'un vaste marché régional. Cependant, les disparités sociales et géographiques persistent avec 80% des emplois toujours dans le secteur informel. Les critiques pointent également du doigt la corruption et le népotisme au sein du gouvernement, malgré les progrès économiques. Alors, la décision d'Alassane Ouattara concernant sa candidature en 2025 aura des implications majeures pour l'avenir politique et économique de la Côte d'Ivoire. Le choix est fait entre la stabilité promise par ses partisans et les risques de tension évoqués par ses détracteurs. Le débat reste ouvert. Le débat reste ouvert. Merci beaucoup. Baba, pour le coup, je te pose la question à toi, la première question. Parce que je me souviens très bien des différents débats que nous avons faits sur Vox Africa. Pour toi, c'était un non-sujet. Alassane Ouattara ne se présenterait pas aux élections présidentielles. Donc, je mets bien ça au conditionnel. Aujourd'hui, donc, tu vois l'évolution quand même. Tu vois que finalement, on a l'impression qu'une candidature se dessine. Est-ce que tu maintiens ta position, à savoir non, Alassane Ouattara ne se présentera pas aux élections en 2025 ? Oui, je maintiens. C'est tout simplement, comme on dit, c'est un monstre politique. Et il essaye d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le plus loin possible avant l'annonce de ses... Mais il a ses candidats et lui-même l'a dit. Nous avons une demi-douzaine de candidats au sein du parti. Et je pense qu'il va préparer même un ticket entre soit le président de l'Assemblée nationale. Bon, bref, je ne vais pas leur donner. Bien sûr. Mais en tout cas, un ticket pour déstabiliser l'opposition, qui vont se focaliser sur Ouattara. Alors, quand même, il faut dire qu'on a l'impression quand même que Ouattara utilise un peu la méthode de Biya, à savoir allocution début d'année, où là, on ne dit pas qu'on sera, qu'on sera candidat ou on ne dit pas qu'on ne sera pas candidat. On dit que je vais bien, que je souhaite continuer à œuvrer pour le pays. Donc finalement, c'est un peu lassant pour les citoyens qui sont amenés à aller voter en octobre. C'est compliqué quand même pour les Ivoiriens de se positionner alors qu'on ne sait pas si le président Ouattara va se présenter. C'est un peu un jeu qui devient un peu lassant. Juste avant de donner la légalité de sa candidature, c'est surtout ça qui va faire l'objet des grands débats. A-t-il droit, n'a-t-il pas le droit? Récemment, quand on écoutait Laurent Gbagbo, ou même Simone Gbagbo, il n'a pas le droit. Et donc, moi, par contre, par rapport à ce qu'on a vu, c'est que la Constitution, ils auraient dû y penser en 2016. En fait, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire, vraiment, pour le coup, vous avez sauté ma question, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que concernant la légalité, et beaucoup le disent, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'en 2020, on a autorisé Alassane Ouattara de se présenter aux élections présidentielles, comment revenir en 2025 et lui dire non, finalement, tu n'es pas autorisé à. Vous en pensez quoi, monsieur Camara? C'est un non-sujet, alors que l'opposition continue à mettre ça sur la table, alors que ça va être compliqué quand même. C'est un non-sujet, moi, ce que j'appelle l'illégalité de la légalité. Parce que d'une situation illégale, il attend une légalité. Il n'aurait jamais dû se présenter pour un troisième mandat, ça c'est la première chose. Le Conseil constitutionnel a validé, néanmoins, il s'est présenté. Mais moi, je vois avant tout un aveu d'échec. Lorsqu'on fait 2 mandats, on n'a préparé aucun dauphin, ou on fait semblant d'en préparer un, qu'au dernier moment, lui, c'est parce qu'il est décidé que je n'ai pas de recours, je me présente, parce que je n'ai pas le choix. Excusez-moi du terme, c'est ne pas prendre ses concitoyens au sérieux. Un échec pour lui-même, parce que ne pas présenter quelqu'un, ne pas pouvoir préparer quelqu'un, mais un double échec dans la mesure où, au bout du 3e mandat, il n'a toujours pas pu préparer quelqu'un. En disant, je suis à disposition de quoi? De qui? C'est-à-dire que dans toute la classe politique ivoirienne, il n'y a personne capable de prendre la relève au sein de son parti. C'est effectivement un point hyper important. Alors, il y a un commentaire, celui qui est intelligent doit savoir qu'il va se présenter. Mais là n'est pas un problème. Le problème pourrait survenir si lui est candidat, que les autres ne le sont pas. On ne peut pas interdire aux autres d'être candidats alors qu'on est soi-même candidat malgré les textes et parler d'élections paisibles et transparentes. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ça, Baba? Oui, tout à fait. Là, on parle de Laurent Gbagbo, qui n'est toujours pas éligible, en tout cas, selon la... Et également de Guillaume Soro. Guillaume Soro. Et le fait, ça peut créer même un précédent dangereux, parce que pour une fois, autant en 2015 et 2020,
il n'y avait pas eu une telle tension parce qu'il y avait le boycott par rapport l'opposition faisait le boycott des élections. Autant cette fois-ci, la voix de Laurent Gbagbo, la voix de Guillaume Soro, la voix de Simone Gbagbo et Tidjane Thiam aussi peuvent faire en sorte que si on transforme cette élection contre une injustice, ça peut être un vote sanction contre Alassane Ouattara. Donc il faut que ça soit une élection et ensuite c'est par rapport aux tensions qui peuvent en découler. Je reprends l'allocution du 9 janvier. Il y a une partie quand même qu'on met un peu de côté. Alassane Ouattara a tout de même rappelé durant son allocution qu'il avait précédemment déclaré il y a 5 ans qu'il ne se représenterait plus, estimant alors qu'il était temps de passer la main à une nouvelle génération. Il l'a dit. Plusieurs fois. Exactement. Il a cependant ajouté, donc durant l'allocution, qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive concernant la prochaine élection présidentielle, encore une fois, tout en affirmant qu'il était en bonne santé et désireux de continuer à servir son pays. Donc pourquoi ce revirement? Comment on peut expliquer qu'il y a 5 ans, donc en 2020, il disait « Ok, c'est terminé après ça, c'est terminé ». Et finalement, 5 ans après, il y a encore le doute. Non, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de revirement dans sa posture. Il faut quand même pouvoir avouer qu'Alassane Ouattara, au-delà d'être un professionnel économique, reste quand même une bête politique. C'est vraiment une bête politique. C'est-à-dire, il dit ça, mais en parallèle, il avance aussi le fait qu'il voit une demi-douzaine de candidats potentiels, n'est-ce pas, devant lui au moment où il fait son discours. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, je ne suis pas dans sa tête, on est encore dans les dents de la politique fiction, peut-être aussi sa volonté de préserver son dauphin potentiel. On a vu comment ça s'est potentiellement terminé en 2020. Il y a vraiment cette notion de timing et quel est potentiellement le moment le plus propice pour potentiellement avancer le nom d'un dauphin, ne serait-ce que pour la simple bonne raison que même au sein de son parti, à partir du moment où il va avancer quelqu'un, qu'est-ce qui nous garantit que la base militante va aussi suivre cette personne? Donc je pense qu'il y a aussi vraiment cette volonté de préparer, je suis d'accord avec vous, les je vais personnes. vous couper l'opposition quand même. Il y a pas mal de personnes de l'opposition qui ont réagi en disant que non, ce n'est pas normal qu'il fasse ce type de discours, sachant qu'en 2020, voilà les propos qu'il a tenus. Exact. Donc aujourd'hui, on parle de l'instant T. Donc quand on parle de revirement, oui, on peut dire qu'il y a un certain revirement quand il a été catégorique il y a 5 ans. On nous dit que les gens doutent de plus en plus du politique et de la politique, c'est pour ce genre d'attitude. On ne peut pas voir son expérience, son passé, et faire ce que Wade avait fait à l'époque au Sénégal, le fameux Wahwahed, c'est le droit de se dédire. Aujourd'hui, il devait servir une sorte de sage de l'Afrique, partir tranquillement, préparer une nouvelle génération, son expérience doit pouvoir servir à son pays. Mais risque de terminer, comme certains, tu as dit tout à l'heure, dangereux pour lui-même. Il pourrait être l'un de ces chefs d'État qui quitteront le pouvoir sans pouvoir revenir au pays s'il ne fait pas attention. Quand il faut partir, il faut partir. Au fait, il disait qu'il faut pouvoir quitter la politique avant qu'elle ne vous quitte. Il faut qu'il tire des leçons de son ancien mentor. En tout cas, c'est partisan pour eux. Donc Alassane Ouattara n'a pas dit officiellement qu'il sera candidat, mais ses partisans, eux, l'annoncent. Et ses ministres aussi l'annoncent officiellement que Alassane Ouattara sera le candidat de la stabilité du pays. Ils insistent. C'est-à-dire que sans Ouattara, ça va être difficile d'avoir un pays stable. Et en plus, ils mettent sur la table, encore une fois, le bilan très positif, en tout cas d'après leurs propos, du président. Donc finalement, tout le monde dit que Alassane Ouattara va se présenter, ses propres ministres disent qu'il va se présenter, Alassane Ouattara n'en parle pas, et c'est un peu déstabilisant pour l'opposition, notamment, par exemple, le parti de M. Thiam, qui attendait un peu, parce qu'ils ont une convention à mettre en place, et donc la convention attendait peut-être la déclaration au nom de Ouattara, à savoir il est président, il est candidat ou pas. Finalement, ça trouble un petit peu le jeu, et pour le coup, finalement, il tombe un peu dans le piège d'Alassane Ouattara. Et effectivement, donc c'est encore une fois, je reviens à ce que je disais, Ouattara reste une bête politique. Donc c'est vraiment pas un élément à écarter. Son bilan est positif, on l'a dit, on l'a redit. Sa base le considère comme le candidat plutôt naturel. Et surtout en face, on a une opposition qui reste quand même divisée et peine à véritablement proposer un candidat fort. Donc je pense que le grand gagnant un petit peu de tout ça reste Ouattara. Si c'est pas Ouattara, ça reste son parti politique pour le coup, du moins à l'heure actuelle. Le grand gagnant, après c'est un grand mot. Et il perdrait plus à ce stade à avancer le nom d'un candidat potentiel. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas trop... D'un dauphin potentiel, autant pour moi.
prononcer, confirmer en tout cas tout ça, c'est la spéculation. On verra ça en octobre 2025, qui sera nommé président de la Côte d'Ivoire. Donc, que dire et terminer par quoi? Donc, Alassane Ouattara sera-t-il candidat aux élections présidentielles en 2025, selon vous? Oui, non? Pour moi, oui. Baba? Non. Il ne sera pas candidat? Il ne sera pas candidat. Je pense qu'il le sera. Qu'il sera candidat, donc finalement, il y a ce revirement. Ok, très bien. On va s'arrêter sur ça, mesdames et messieurs. On continue cette émission avec le 3e sujet. Et oui, le torchon brûle entre donc la RDC et le Rwanda. Baba, non, Cyril, on te donne la parole et puis on revient. Allez, à ton tour. Le président rwandais Paul Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par 2 fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. Depuis leur rendez-vous manqué de Luanda il y a 1 mois à peine, pour trouver un accord et rétablir la paix dans l'est de la RDC, le ton monte entre les 2 dirigeants. Et du côté de Kinshasa, cette mise en cause par Paul Kagame de la légitimité du président congolais est sévèrement jugée. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, destination de le Rwanda et le Congo, notamment la frontière entre ces deux pays qui ont fait déjà des millions de morts, de violés, de blessés. Et il est temps que ça s'arrête, mesdames et messieurs. Je t'écoute. Effectivement, du coup, c'est vrai que ces 2 pays étaient au centre de l'actualité durant toute cette semaine. On a donc des relations déjà tendues, n'est-ce pas, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui ont donc franchi un nouveau cap avec la récente sortie du président Kagame, qui, lors d'une rencontre avec des ambassadeurs à Kigali, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Il a qualifié de créateur de problèmes et a insinué que sa légitimité politique était discutable en déclarant qu'il n'avait jamais été élu 2 fois. Une pique cinglante qui met en lumière les tensions personnelles et politiques entre les 2 dirigeants. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte explosif. Donc, depuis des mois, Tshisekedi accuse le Rwanda de soutenir le M23, un groupe armé actif dans l'est de la RDC. Kagame, de son côté, rejette toutes ces accusations et retourne la critique en affirmant que Kinshasa est incapable de gérer ses propres problèmes internes, préférant blâmer ses voisins. Il va même plus loin en dénonçant ce qu'il considère comme une incohérence dans la gestion congolaise des forces régionales. Tshisekedi a en effet invité des troupes étrangères, notamment celles de la communauté d'Afrique de l'Est, avant de demander leur départ, tout en sollicitant d'autres partenaires comme la SADC. Ces échanges verbaux ne sont pas sans conséquences. Ils compliquent davantage les efforts diplomatiques dans une région déjà marquée par des décennies de conflits armés. L'Angola, qui joue un rôle de médiateur sous l'égide du président Lorenzo, peine à rapprocher les 2 parties. Pendant ce temps, les populations civiles continuent de souffrir des violences dans l'est de la RDC. Cette escalade verbale entre Kagame et Tshisekedi reflète bien plus qu'un simple différend personnel, autant pour moi, elle symbolise des fractures profondes qui minent la stabilité régionale. Une chose est certaine, tant que ces 2 dirigeants continueront à s'affronter sur le terrain médiatique plutôt que sur la table de négociation, la paix restera un mirage pour cette partie du continent africain. Exactement, donc tu l'as dit, un mirage. Finalement, quand on regarde la situation, on se dit mais comment sortir de ce conflit? Comment faire en sorte que la paix revienne dans cette zone-là? Ça paraît presque impossible. Encore une fois, ça fait des années qu'on parle de l'après génocide du Rwanda, donc après 1994. Donc il y a eu donc effectivement donc les différentes guerres successives, donc notamment en RDC. Mais quand même, on parle des années fin des années 90, début des années 2000. Encore aujourd'hui, on est en 2025. Ça n'a que trop duré. Comment peut-on sortir de cette situation qui est presque Mais impossible. La spécificité de cette zone, c'est que c'est une zone très riche de par son sous-sol. Ça aurait été une zone où il n'y aurait pas autant de richesse, peut-être que la guerre serait terminée depuis. Et comme vous le savez bien, en cas de guerre, la première victime est toujours la vérité. Chacun va essayer d'accuser l'autre pour ne pas avoir une paix durable. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que Kagame arme une partie du 23, comme les anciens le clan Kabila étaient armés. Exactement, c'est la réalité. Et le seul problème, c'est la richesse du sol.
Ils ne vont pas se battre dans un seau où il n'y a que du sable. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie discussion, une vraie négociation sur la gestion de cette partie, on ne verra pas la fin, on ne verra pas la paix demain. Mais pour le coup, c'est problématique parce qu'on a tenté de mettre en place des réunions de dialogue, des rencontres, notamment la dernière à Luanda, où finalement, Paul Kagame ne s'est pas déplacé. Et donc, finalement, comment faire en sorte que les deux s'asseyent, enfin en 2025, et résolvent donc, cette situation-là, Baba? Oui, il y a un manque, pour moi, il y a un manque de volonté politique. Et comme tu disais tout à l'heure, ça fait 30 ans. Si on a les chiffres, ça fait mal au cœur. 6 millions de morts en 30 ans. C'est incroyable. Et encore, on sous-estime. Et on sous-estime. Il y a rien que le mois de janvier, 265 000 déplacés. Déplacés, effectivement. Rien que ce mois de janvier. Je ne vois pas pourquoi. Et quand on écoute, que ce soit Kagame ou Tshisekedi, je pense qu'il faut oublier comment on appelle l'ONU. Il faut qu'on oublie, parce que lors du dernier sommet de la francophonie, Macron voulait obtenir un accord de paix. Je pense que ça ne se réglera qu'entre eux et de mettre les vraies choses sur la table. Sur la table, effectivement, il y a le sous-sol, mais au-delà du sous-sol, il y a aussi l'exportation du génocide après le génocide. Et quand on parle du FDLR, parce que là on parle du M23, et on accuse effectivement M23, on parle du Rwanda, mais le FDLR, on parle de quoi? Moi j'ai vu, et pire, j'ai vu que même les forces armées du Congo utilisaient des enfants soldats, aussi bien que les autres. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils se mettent sur la table, qu'ils se disent vraiment les choses, et que ça ne se résume pas qu'à Kagame et Tshisekedi, parce qu'il y a l'Ouganda aussi qui est voisin. Et effectivement, comme on dit, le sous-sol, j'ai entendu qu'il y avait 1000 rébellions armées. 1000 par rapport juste à l'exploitation du sous-sol. Donc le Rwanda pointe du doigt donc la RDC en disant ils soutiennent le FDLR. La RDC pointe du doigt donc le Rwanda en disant qu'ils soutiennent le M23. Donc à un moment, il faut peut-être s'asseoir et demander tout simplement que ces rebelles entre guillemets laissent les armes, déposent les armes. Exactement, et qu'on puisse s'asseoir et éventuellement régler la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont parlé, donc l'ONU a parlé, l'Union africaine a parlé, l'Angola a tenté aussi des médiations. Finalement, rien n'y fait. Donc, c'est quoi le problème aujourd'hui? Parce que moi, j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Congolais qui disent « Mais attendez, il y a des millions de morts sur notre territoire, tous les jours, des femmes violées, des enfants tués, etc., des déplacés, et on n'arrive pas à résoudre cette situation-là. Est-ce que c'est un manque de volonté internationale, c'est-à-dire que même pas entre ces deux pays-là, mais pourquoi on n'agit pas? Pourquoi finalement il n'y a pas des sanctions? Pourquoi est-ce qu'on a peur de Kagame? Est-ce que finalement la RDC aussi fait peur, où les ressources naturelles font qu'on ne peut pas réagir ou agir de manière franche? C'est quoi le problème? Moi, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a un peu de tout ça. Il y a également énormément, et on l'a également dit et redit, énormément d'intérêts, même internationaux, qui se jouent dans cette zone. Donc, cette situation profite à énormément d'acteurs, à un nombre incommensurable d'acteurs. Donc, je reviendrai, Baba, autant pour moi, en disant qu'une solution ne pourra être trouvée qu'à partir du moment où les deux pays, donc le Rwanda et la RDC, essaient de trouver une solution ensemble pour le coup. Donc ça, elle sera locale, la solution devra venir de... Exactement, la volonté doit venir des concernés, à savoir des deux protagonistes. Mais aujourd'hui, je trouve que effectivement, et c'est ce que le président Kagame avance, que le président Tshisekedi refuse de passer à la table des négociations, ou du moins de négocier avec les rebelles donc du M23. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher ça de s'asseoir avec le M23? Est-ce qu'on Ce sont des Congolais, hein. Ce sont des Congolais, les rebelles du M23. Ah, pas tant que ça, pour le coup, il y a quand même un... soutenus. Bon, on dit qu'ils sont soutenus, voire même apparemment, donc même les États-Unis ont quand même ces derniers... Mais il y a des Congolais dans les M23. Il y a le rapport, attention, il y a le rapport de l'ONU. Il y a une chose qui a dit, le rapport de l'ONU a dit que le M23 récoltait, grâce au coltan, $300 000 par mois. $300 000 par mois. Vous croyez que même si... À voir, même si ce n'est pas sous-évalué. Hein. À voir si ce n'est pas évalué. Vous pensez que Kagame qui vient, on dit, OK, on trouve un accord, vous pensez qu'ils vont mettre $300 000 de côté par mois
Donc c'est ça. Et pour revenir par rapport à la composition du M23, et pour le coup, les États-Unis ont tapé fort aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, sur le Rwanda en disant attention. On constate que finalement, il y a même des soldats rwandais qui font partie du M23. Et puis des déplacés de la guerre génocidaire. C'est compliqué. C'est compliqué. On revoit l'histoire aussi. Oui, effectivement. D'où vient le M23, d'où vient la FDLR. Exact. Mais ça reste compliqué. Et pour le coup, donc le Paul Kagame, il a très mal pris, encore une fois, il a très mal pris donc, les propos des États-Unis et des différentes organisations internationales qui disaient au Rwanda, attention, il faut quand même taper du poing et... voilà, faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Donc, la situation, elle est vraiment compliquée. Pour le coup, on a quand même des institutions africaines, on a l'Union africaine. Donc là, on le constate, encore une fois, on l'a beaucoup dit sur ces plateaux-là, c'est pas si simple que ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union africaine peut éventuellement venir et participer, donc éventuellement à recouvrir cette fameuse paix tant attendue donc, dans cette zone-là ? L'Union africaine peut, à condition que, comme disait Baba, que les deux belligérants aient cette volonté. Et arrêter ces déclarations fracassantes. À chaque fois qu'une déclaration à travers médias interposés, les autres réagiront en conséquence. Rien ne vaut de s'asseoir autour, il faut pouvoir les contraindre à le faire. C'est ça en fait la question. Qui peut contraindre donc, ces pays-là à s'asseoir? Donc on parle de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine peut? Est-ce que l'ONU peut? Qui pourrait éventuellement les faire asseoir? Ça devrait venir que d'eux? Pourquoi ce ne sera pas les deux conjointement? À travers des sanctions, si cela s'impose, pourquoi pas? Parce que tant qu'ils ne s'asserront pas les deux, une solution ne verra pas le jour. On peut de loin faire des propositions, tant que les deux ne décideront pas. On s'assied, on met sur la table. On a vu si la France et l'Allemagne ont pu s'asseoir et discuter. Si en Afrique du Sud, ils ont pu trouver une solution, c'est qu'ils ont pu s'asseoir à un moment donné. Mais accepter de le faire, il faut y croire. Oui, tout à fait. C'est au fait qu'ils disaient la poupée, c'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut qu'ils acceptent d'y aller. Et il faut faire vite, parce que je ne sais pas si vous avez vu la prise de parole du ministre de la Communication donc de la RDC, qui parlait de guerre. Qui parlait qu'en phase 2, ils avaient des soldats rwandais. Il disait ce n'est plus le M23, ce sont des soldats rwandais. C'est une guerre, et non, c'est une guerre entre deux pays et non une guerre civile. Donc, où est-ce que ça va aller? Où est-ce que ça pourrait aller? Effectivement, et d'ailleurs, même cette semaine, je pense que le président Tshisekedi, qui était en mission à l'étranger, a dû écourter son voyage et organiser un conseil de défense parce que les offensives ont largement repris dans la zone de Goma. Ces 2 derniers jours. Ouais, voilà. Donc exactement, et le M23 a bien évolué, donc il a pris une partie de localité. On est en plein dedans. Donc pour ma part, la solution, encore une fois, ne va pas nécessairement venir des Nations Unies ou de l'Union africaine qui, pour le moment, ont quand même montré leurs limites, parce qu'il y a quand même un nombre incalculable de résolutions qui ont déjà été votées, adoptées, mais qui tardent à montrer un impact. Moi, je pense que c'est davantage ces deux pays et éventuellement un pays homologue qui pourra véritablement initier la chose. Donc, il faudrait vraiment trouver un médiateur qui est respecté. Des pays, parce que là, l'Angola a tenté de jouer le médiateur et finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça va davantage se jouer comme ça à mon niveau. Et puis on espère. On espère vraiment, et vraiment, j'insiste par rapport aux Congolais qui nous regardent. C'est même pas les Congolais, c'est une histoire africaine. On est tous concernés et on doit tous regarder donc cette zone du continent africain parce que ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants qui tombent. Et donc c'est important d'en parler sur les plateaux parce que voilà, ils le disent. On en a marre que personne n'en parle. On en a marre qu'on se fasse tuer comme ça et ni vu ni connu. Donc nous on insiste, on en parle ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états et on continuera à en parler. Parce que nous, la paix, on la veut sur tout le continent africain. Nous sommes au terme de cette émission, on ne peut pas aller plus loin, malheureusement. Alors, n'hésitez pas à commenter, donc, encore une fois, cette émission. On revient la semaine prochaine, encore une fois, avec vos commentaires et avec un nouveau téléspectateur. En tout cas, ce fut un plaisir, monsieur Camara, Maktar Camara. On espère vous revoir sur le plateau incessamment sous peu. Merci beaucoup à Babadem ainsi qu'à Cyril Bandokoulata. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.